Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Business de Meuf. Aujourd'hui, je suis avec Mélissa. Mélissa qui est la fondatrice de Le Fil Jaune. Bonjour Astrid. Bonjour Mélissa, merci d'être là aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Donc aujourd'hui, on va parler de ton entreprise qui s'appelle Le Fil Jaune. Tout à fait. Et pour les plus intimes, Le Fil Jaune de Mélissa. Tout à fait. Donc, pour introduire et situer un peu le fil jaune, alors toi, tu fais de la confection essentiellement pour les mamans et pour les bébés. Tout Donc, à fait. C'est de la confection sur mesure et un peu d'accessoires pour les hommes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Bien sûr. Donc, avec le fil jaune, je propose une collection pour les bébés de 0 à 2 ans. Une collection brin d'été avec des intemporels, des vêtements qui soient confortables pour les petits, avec des tissus qui sont choisis pour respecter la peau de bébé, dans des imprimés qui sont frais. Voilà, qui sont frais. Des imprimés qui sont frais. Voilà, et donc je propose cela en fait pour les petits, pour les mamans, pour les femmes. Je propose de la confection en sur-mesure et semi-mesure à partir de modèles de patrons sous licence, donc des modèles qui sont créés par d'autres créateurs, modèles auxquels je rajoute ma touche jaune, voilà, pour proposer une déclinaison qui vient apporter, selon moi, en fait, du peps, de la fraîcheur, mais tout aussi en tenant compte des besoins de ma cliente, car les modèles proposés sont modulables en fonction des envies, des options qui sont proposées, mais aussi en fonction du choix du tissu. D'accord. Et est-ce que tu peux nous donner la spécificité semi-mesure ? Bien sûr. Quand je réalise une confection en semi-mesure, je pars d'une feuille blanche. D'accord. Le gabarit, c'est ma cliente. Voilà. Pour qu'il s'adapte au mieux à la morphologie de ma cliente. D'accord. Donc, on peut venir avec ses courbes. On peut venir chez toi, en fait, J'ai comme on est, j'ai quoi. envie de dire, venez comme vous êtes, pour ne pas reprendre le slogan de quelqu'un d'autre. Mais oui, c'est vrai que ma cliente, en fait, soit grande, petite, mince, ronde, qu'elle puisse être pulpeuse. Oui. Le vêtement sera adapté à sa morphologie. D'accord. J'ai créé le fil jaune en partant, en fait, d'une espèce de frustration que beaucoup de femmes connaissent, c'est celle de la cabine d'essayage. Donc, j'ai des garçons, j'ai des enfants. On va dire que mon corps a été remodelé suite aux différentes maternités que j'ai eues. Et quand je vais dans les cabines d'essayage et que je vois un modèle qui me plaît bien, etc., donc on essaye, ça coince au niveau de la poitrine. Parfois, le pantalon, c'est joli. Mais quand je m'assois, si on voit mon matériel à l'arrière que j'ai pas envie, c'est dommage. En fait, ce que je veux dire, c'est que les vêtements du prêt-à-porter, les modèles sont superbes, mais ils ont été conçus pour un certain standard, voilà. Et nous sommes toutes différentes avec nos formes, nos courbes, nos beautés. Enfin, nous sommes des beautés au pluriel, quoi. Et ce que j'apporte, que je veux donner avec le fil jaune, c'est le sentiment que chaque femme se sente bien, se sente belle, se sente désirable en portant en fait mes habits, sans avoir à se dire que voilà, ça dépasse parce que voilà, j'ai trop de hanches, etc., que au niveau de la poitrine, ça coince. Non, quand elle porte le vêtement, ça lui va comme un gant, quoi. D'accord, donc on n'est plus sur une réflexion qui mène à... on fait un vêtement qui s'adapte à la personne. Tout à fait. Et non pas, on s'adapte, nous, en tant que personne, aux vêtements, quoi. C'est ça. D'accord. Donc, c'est dans cette optique-là. Est-ce que c'est ça qui t'a motivé à créer le fil jaune ? C'est ce qui m'a motivée à créer le fil jaune. J'ai une autre motivation pour la partie enfant, ce sont mes enfants. Créer des vêtements pour eux, des vêtements qui soient intemporels, chics, élégants, mais avec des tissus qui me ressemblent. Des tissus qui soient parfois en fait moins connotés en fait filles ou garçons, des choses mixtes, des choses fraîches. Ce sont en fait, on va dire, ces deux aspects-là. Celle d'avoir un vêtement adapté à ma morphologie, adapté à la morphologie en fait d'une personne, pour faire en sorte que ce vêtement lui aille. Confectionner des intemporels, des vêtements en fait de qualité,
pour en fait pour mes enfants, mais aussi en fait pour Les enfants des autres. les enfants des autres, quoi. Oui, donc c'est ce qui t'a motivé à créer le fil jaune et c'est cette entité-là où tu crées des vêtements aussi bien pour les femmes qui ont envie d'avoir des vêtements qui leur vont correctement et Tout à que fait. c'est pas quelque chose qui soit pas ajusté ou qui soit pas adapté morphologiquement à elles. Et tu as aussi décidé de créer une marque pour les enfants, de manière à ce qu'eux aussi puissent avoir une garde-robe assez sympathique avec des tissus que tu sélectionnes aussi. Tout à fait. De ce que j'avais vu, c'était des tissus Ecotex, qui respectent bien une charte qualité, un mode de fonctionnement, un mode de production qui est assez respectueux aussi. Donc c'est Oui, aussi, mais des tissus autant que possible Ecotex, tout à fait, mais aussi des matières naturelles, du coton. J'utilise beaucoup de coton dans les tissus que je propose. Et en ce qui concerne les tissus, pour le sourcing, je me suis rapprochée de fabricants de tissus que j'aimais vraiment beaucoup, qui proposaient des tissus de qualité, de façon à pouvoir apporter, en fait, avoir une belle pièce. J'ai une contrainte, c'est que je confectionne avec une quantité limitée de tissus. Donc, pour moi, l'important, c'était de trouver un fournisseur qui puisse me fournir une vingtaine de mètres maximum de tissus pour que je puisse justement proposer cette collection en fait en quantité limitée. D'accord. Donc toi, tu te bases sur le fait que tu proposes uniquement des petites quantités de vêtements. Tu fais une sélection de tes fournisseurs en fonction de la qualité du tissu, que le tissu soit respectueux de l'environnement et que ça puisse répondre à tes contraintes aussi de fabricante, parce que toi, tu peux pas finalement commander en gros et avoir des... Je ne peux pas commander en gros, tout à fait. Et faire de grosses productions. Et faire de grosses productions. Les pièces sont cousues à la demande. Pour justement proposer un vêtement qui soit un peu exclusif entre guillemets, parce que voilà, fabriqué à la demande, dans une quantité de tissu limitée. Cette pièce-là, vous n'allez pas la croiser en fait. Tu risques pas en fait d'avoir quelqu'un qui porte le même vêtement, etc. Donc j'ai ces contraintes-là. Ensuite, également pour les bébés aussi. Ce sont c'est comme pour la collection femmes, ce sont des collections printemps-été, automne-hiver. C'est aussi proposer de la confection de pièces avec des quantités encore plus limitées. Et en ayant aussi cette réflexion, essayer d'avoir une démarche, j'ai envie de dire, éco-responsable également aussi. D'accord. Donc toi, ton modèle, c'est de faire comme on faisait avant, c'est-à-dire qu'on achète moins, mais de meilleure qualité et qui dure beaucoup plus longtemps. Tout à fait. Donc, je pense que dans les modes de consommation qu'on a aujourd'hui, on voit bien que c'est une tendance qui se développe beaucoup. Oui. Donc, c'est une tendance qui se développe beaucoup. Et puis, j'ai envie de dire aussi que c'est plus que ça devient aussi une philosophie de vie. Un mode de vie également. Donc ça influe aussi sur ton quotidien, finalement. Ça influe sur mon quotidien aussi. Je vais plus volontiers et de plus en plus me tourner vers de la friperie, par exemple. De la friperie, acheter des vêtements en fait en seconde main. Je tente au mieux d'inculquer ça aussi à mes enfants. Consommer de façon responsable. D'avoir une conscience aussi sur la façon dont on utilise les choses pour éviter de faire du gaspillage. Et ce gaspillage, entre guillemets, j'essaye de l'appliquer au mieux dans ma couture. Comme on dit. Donc, tu as une couture respectueuse, quoi. J'essaye au mieux. Peut toujours mieux faire, mais la volonté est là. Oui, c'est ce qu'on nous disait. Alors ça, c'est un autre épisode que j'avais fait avec Clotilde qui qui a créé une boîte dans le zéro déchet, et du coup elle disait qu'on avait tendance à toujours vouloir être excellent dans la démarche qualité, dans la démarche je consomme mieux, mais en fait
peu importe ce qu'on fait, même à petite échelle, en fait, c'est déjà un pas pour avoir une consommation plus respectueuse. C'est déjà un pas. Car je pense aussi que on a chacun des efforts à faire, que ce soit aussi moi, mais aussi que ce soit aussi au niveau des clients. On a un devoir aussi de... Je ne dirais pas d'éducation, ce n'est pas ça, mais d'expliquer aux clients sa démarche. Oui, c'est ce que l'on propose. Essayer d'être transparent autant que possible également. Il y a des choses que l'on maîtrise, d'autres que l'on ne maîtrise pas du tout, mais je pense aussi que où tu proposes la confection à la demande ou que tu fais de la fabrication à la demande, que tu expliques aux clients que c'est pas fabriqué à Perpète-les-Oies, mais que voilà, c'est fabriqué au niveau local, que tu essayes autant que possible d'avoir des fournisseurs qui sont en France, que tu essaies de t'intégrer dans une chaîne où tu as un maillon de cette chaîne, et que dans ta démarche, dans la mienne, j'essaie de faire en sorte que dans ce maillon, je puisse travailler avec mes fournisseurs, que je puisse travailler avec des créateurs qui m'ont fait confiance et qui m'ont octroyé des licences, de façon à ce que chacun puisse avoir la juste, j'ai envie de dire, rétribution de son temps, de son énergie, de son travail. C'est important. J'ai des clientes qui me posent la question de pourquoi tu couds sous licence ? Est-ce que ça veut dire que tu n'es pas capable de créer tes modèles ? Bah oui, je peux créer mes modèles, mais ce n'est pas ça. C'est que un créateur qui propose un patron, il travaille dessus. Ce sont des heures, des toiles. Je peux en faire 1, 2, voire 3 par cliente, mais lui, il en fait peut-être une vingtaine pour mettre au point son patron. Il fait appel à des testeurs, des testeuses pour les patrons, etc. C'est de la création. Et puis, surtout, il va nous permettre de faire ce qu'on appelle de la gradation, donc de pouvoir proposer le patron en différentes tailles. C'est un métier. Ce n'est pas le mien. Je ne sais pas, en fait, faire de la gradation pour décliner un patron en plusieurs tailles. Quand moi, je propose un patron pour une cliente, il est unitaire. Le patron, le gabarit qui me sert de base, il est fait en fonction de la morphologie. Si je fais un patron en fait pour toi ou pour quelqu'un d'autre, etc., il ne sera pas le même. Parce que ce sera en fait, il sera adapté à votre morpho, à vous. Et faire appel à ces créateurs, c'est aussi, pour moi, valoriser le travail d'autres entrepreneurs qui, comme moi, en fait, travaillent dans un secteur et sur lequel je vais me baser aussi pour proposer une création originale à laquelle moi aussi je vais mettre ma patte, mais pour lequel, voilà, je n'oublierai pas de mentionner le créateur avec lequel, en fait, je travaille, parce que, voilà, j'utilise le patron pour pouvoir réaliser ce hack-là et cette version à ma cliente. Et justement, ce travail-là, tu l'as pas intégré, c'est la partie où tu peux faire tous les gabarits, c'est le modélisme, je crois. Oui, c'est le modélisme, mais être modéliste, entre guillemets, en fait, c'est un métier, c'est pas le mien. Et toi, dans ta démarche, c'est pas quelque chose qui t'intéresse ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas dans un avenir proche ? Pourquoi pas ? Parce que là, actuellement, t'es sur 2 choses en même temps. Oui, c'est ça. Oui, je suis sur 2 choses en même temps, car j'ai l'activité... je mène le fil jaune avec beaucoup d'entrain, beaucoup de passion, beaucoup de travail. Mais j'ai aussi le boulot numéro 1 qui me permet de payer mon loyer, remplir mon frigo, etc. Oui. Donc, je slash, entre guillemets, entre le métier pour lequel je suis en poste depuis 10 ans, puisque je travaille en chambre de commerce, et puis le fil jaune, pour lequel j'ai mis aussi beaucoup d'énergie depuis 2 ans. Et est-ce que tu vois la différence entre le fait d'accompagner justement des chefs d'entreprise au quotidien et de toi-même te lancer en tant que chef d'entreprise, tu vois ? Est-ce que tu vois la différence et la transition entre les deux ? Enfin, est-ce que ça te fait pas bizarre d'être de l'autre côté, en fait ? Oh, faut pas être schizophrène en se disant non, comment dirais-je ? J'accompagne depuis 10 ans des chefs d'entreprise dans leur business au quotidien. Je comprends les problématiques des chefs d'entreprise. Aujourd'hui, j'ai des problématiques à mon échelle au niveau de la couture, de cette activité de couture, de confection, qui restent les mêmes.
C'est-à-dire, je me lance dans une activité, j'ai beaucoup d'incertitudes. Le sourcing des fournisseurs, voilà. Rencontrer la bonne cible client. Je répète, la bonne cible client. C'est pas si évident que cela. Bien se positionner en termes de prix, de gamme, de prix, etc. Se faire connaître, être visible. Et puis, comment avoir, par exemple, un site internet par lequel je propose ces confections-là. Quand bien même j'ai aussi pas mal de clients en direct, mais comment faire en sorte de générer suffisamment de trafic ou de transformer justement ces visites, par exemple, en vente, en commande. Toutes ces problématiques-là, je les ai aussi. L'avantage de travailler dans une chambre de commerce, c'est qu'on voit à peu près en fait où est-ce qu'on peut y aller. Mais je t'avoue que quand j'ai créé mon entreprise, je me suis posé énormément de questions. Oui. Je me suis dit, soit je la crée seule, ou alors je vais appliquer le conseil à moi-même, je vais me retourner vers la chambre de commerce pour que je puisse créer mon entreprise. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai été voir une collègue qui s'occupait de la création, Christelle, si tu m'entends, merci. Coucou Christelle. Et j'ai découvert pas mal de choses. Il y a tellement de composantes à prendre en compte que on a besoin d'un coup de main pour monter son affaire, entre guillemets. J'ai découvert que en créant l'entreprise, que je devais faire la double immatriculation. Oui, c'est ça. C'est quelque chose auquel je n'avais pas pensé. Double immatriculation, c'est-à-dire en chambre de commerce. En chambre de commerce, en chambre des métiers, tout à fait. Chambre des métiers de l'artisanat. Et dans le cas de la confection, de couture, l'inscription, quand on immatricule, il faut d'abord le faire à la chambre de commerce, la chambre de métiers et d'artisanat. Et c'est eux qui se chargent de faire la double immatriculation. Du coup, même en statut d'auto-entreprise, du fait que je sois aussi assimilée artisan, j'ai un numéro de SIRET qui me permet d'avoir un numéro de TVA. Et du coup, de pouvoir, si besoin, on verra après, pouvoir aussi prétendre à de l'exonération de TVA, voilà, dans certains contextes, etc. Donc, il faut le savoir. Oui, au départ. Faut le savoir. Oui. Donc, au départ, je ne le savais pas. Je me suis fait aussi accompagner pour les questions de savoir à partir de quel moment tu es rentable. Tes besoins en fait en fonds de roulement en fait, etc. Pour pérenniser l'activité. Aujourd'hui, l'activité n'est pas suffisamment pérenne pour que je puisse envisager de faire un au revoir président. Ça serait dur de partir. Ce serait dur de partir parce que pour le boulot numéro 1, c'est un boulot que j'ai choisi de faire. Parce que pour moi, c'est un métier, celui que j'occupe, qui a du sens. Il a du sens et tu vois les impacts. Tu peux quantifier ton implication en fait auprès de ces différents chefs d'entreprise que tu accompagnes. Avec le fil jaune, c'est aussi c'est une autre aventure, mais c'est aussi une activité, un projet qui a du sens aussi. Et ma plus grande fierté, c'est de voir un sourire satisfait sur le visage de ma cliente. Quand tu as quelqu'un qui te dit en fait que j'ai envie d'avoir un pantalon bien coupé, je veux que ce soit joli, etc. Mais au final, j'ai abandonné l'idée de porter un pantalon classique, etc. Parce que soit ça fait mémé, entre guillemets, les coupes sont pas très belles. Soit, quand je m'assois, on a le matériel qui dépasse, c'est pas très joli, etc. Et du coup, on se rabat sur du stretch. Parce que, quand on est parfois, en fait, un peu trop ronde, etc., on a du mal à trouver, dans le prêt-à-porter standard, entre guillemets, un vêtement qui soit bien coupé, qui nous aille. Et de voir un sourire satisfait. De voir le visage de quelqu'un s'illuminer en se disant punaise, en fait, je me sens canon, en fait. Ça me va, je suis contente, je me sens bien, en fait, etc. Et puis, ça a la satisfaction aussi de te dire que c'est toi qui as tout fait de A à Z aussi. C'est ça. C'est une réalisation, c'est de tes mains, en fait. C'est de mes mains, ça a du sens, tu vois. Ensuite, c'est beaucoup de boulot.
tu as des clients qui voient le boulot qu'il y a derrière. Tu en as d'autres qui veulent un sur-mesure, etc. Mais ils le veulent au prix discount ou etc. Ok. Donc, j'avoue qu'au début, j'ai eu un peu le moral en berne. De voir tout le travail que tu mettais dedans, toute l'énergie. Et puis, quand tu veux, au début, en fait, pour les premières commandes, quand tu viens de te faire payer, t'as l'impression que tu viens de te faire payer à coups de latte, entre guillemets. Oh oui, d'accord. Tu vois un peu le truc. Ouais, je vois un peu le... Voilà. Aujourd'hui, je me bats plus. J'explique la démarche. Puis t'as le site internet qui explique. Et puis j'ai le site internet qui explique aussi les choses. Et t'as un compte Instagram aussi qui a... Et j'ai un compte Instagram aussi. Hein? Donc, du coup... j'ai des clients qui me disent c'est un peu cher par rapport à ce que j'ai l'habitude de dépenser, etc. Oui, c'est un peu cher, oui. Mais il y a du boulot derrière et le tarif, il se justifie. Je n'ai pas de tarif exorbitant, mais j'essaie de fixer un tarif qui soit juste pour que moi, je puisse aussi me rémunérer, en vivre, mais aussi pour que je puisse payer les licences, pour que je puisse payer mon tissu, pour que je puisse payer mes charges. Ton matériel aussi. Mon matériel, etc. Donc, derrière, il y a tout un ensemble de coûts aussi qu'il faut couvrir. Et ça, c'est une réalité. Et je pense que les clients, on a tellement l'habitude de voir en fait des choses à bas prix que l'on perd le sens des valeurs, des choses et du travail qu'il y a derrière. Donc, ouais, on a un peu cet aspect de c'est pas cher, c'est accessible, etc. On perd un peu la valeur des vraies choses. Exactement. Et je pense que si on revient du principe de ce que nos parents faisaient avant, quand ils achetaient une robe cousue main, etc., ça coûtait cher, mais c'est quelque chose qui dure dure dans le le temps. temps. Quand on achète quelque chose de qualité, qu'on va acheter un PC de qualité, un vêtement de qualité, c'est quelque chose qu'on va se dire qu'on va garder. La couleur va pas partir au bout de 5 minutes. C'est ça aussi qu'il faut expliquer. Mais c'est aussi la raison pour laquelle j'essaie de trouver des fournisseurs de qualité, du tissu de qualité, et que je propose justement un vêtement, entre guillemets, qui soit durable. Oui. Voilà. Ce ne sont pas des vêtements... c'est pas comme des Kleenex, en fait. Quand tu as utilisé un mouchoir et que tu as t'as fini ton affaire avec ton mouchoir et que tu le mets à la poubelle. Ce qui est triste, c'est que la façon de consommer, même la façon de consommer les vêtements, elle est comme ça. Oui. C'est une espèce de mode jetable. Il y a eu un petit reportage, un petit podcast sur Arte et une petite émission aussi Arte qui était pas mal sur le sujet. Je pense qu'on en avait discuté ensemble aussi. Oui, c'est vrai. Et cette mode jetable, on sait, on a conscience de tous les choses pas belles, entre guillemets, pas belles en fait, et parfois les drames humains qui sont derrière cette mode jetable. La chaîne, alors que voilà, quand tu t'intéresses à une mode plus qui est éco-responsable et que derrière tu as des petites entreprises qui bossent, tu as quelqu'un qui bosse et quelqu'un qui bosse en fait, voilà, qui peut être à côté de chez toi. Voilà, c'est ça. Après, c'est vraiment, il y a un paradoxe, si j'emploie pas trop mal le mot. Il y a un petit paradoxe entre les gens qui veulent acheter du Made in France et consommer du Made in France et entre ceux qui veulent consommer, mais il y a une partie qui ne veulent pas payer le juste prix pour consommer le Made in France. Donc on est un peu entre je veux consommer du Made in France mais avec du Made in China. Donc c'est juste pas possible, quoi. Non, c'est juste pas possible. Donc j'avais une étude, je crois, par une responsable de master, notamment à l'université de Montpellier, qui parlait de cet aspect un peu entre je veux consommer du Made in France, mais j'ai pas envie de mettre le prix. Je suis pas prêt à mettre le prix. Et je pense que c'est à ça que tu dois être confronté assez régulièrement, quoi. Oui, c'est à ça que je suis confrontée régulièrement. Ensuite, je prends les choses avec beaucoup de philosophie parce que avec le temps. Avec le temps. Mais je pense que clairement, je pense que on le prend personnellement au départ. Enfin, je parlais avec toi sans filtre, hein, parce qu'on est là pour ça. Bien sûr. Je pense qu'à la première fois que quand tu mets de l'intensité, du travail et tout, et qu'on vient te donner un prix médiocre pour ton travail, je pense qu'au début tu le prends pour toi personnellement. Ah bah t'as les boules.
Tu viens et tu dis je vais tout casser quoi. Je pense que ça arrive à tout le monde et je pense qu'on le prend pour soi, mais après comme tu dis, on arrive à avoir un peu de à prendre ça avec plus de philosophie après. Ça manque de cohérence parfois. Enfin, dans les discours, comme tu dis, je veux consommer du Made in France, mais je veux pas payer ce Made in France. Et en même temps, on est catastrophé de voir tous ces petits commerces, en fait, et ces petites entreprises et ces petits artisans, en fait, qui mettent la clé sous la porte. Bah oui. Voilà, donc. Je crois que c'était une entreprise qui faisait historiquement, ils faisaient de la dentelle. Je me rappelle plus du nom, mais ils faisaient de la dentelle. Je crois que ça a fermé, mais il y a plein d'usines de couturières en fait qui étaient parties, qui reviennent maintenant à cause de l'épidémie de Covid. Mais c'est vrai qu'on a ce truc où on veut consommer du Made in France, mais pas trop cher. Ça, je comprends pas. Bah écoute. Mais après, on prend les choses avec plus de philosophie. On prend les choses avec beaucoup de philosophie. Je pars du principe également que tout est. On tire une leçon de chacune des choses qui nous arrivent. Et je peux te dire que... Mais est-ce que ça t'a pas... Dis-moi. Peut-être... tu t'es pas dit... peut-être que c'est moi, en fait. Peut-être que c'est moi qui suis trop chère ou qui suis pas adaptée au marché. Je me suis posé la question. Est-ce que je suis trop chère ? Et merci Instagram. Parce que je me souviens que quand quand j'ai créé mon site, avant que le site soit ouvert, j'avais fait un sondage auprès de personnes que j'apprécie et pour lesquelles j'étais sûre d'avoir un avis franc et tranché, en me posant la question de savoir qu'est-ce que vous en pensez et au niveau du positionnement prix, vous en pensez quoi ? Et le retour que j'ai eu, c'était tu as des prix qui sont extrêmement corrects. C'est vrai qu'au départ, on n'anticipe pas le fait qu'on ait à être patient. Exactement. On ne sait pas, on se dit en fait il y a le prix, il y a le produit, il y a la visibilité, mais en fait pourquoi ça fonctionne pas ? En fait c'est ça prend du temps et beaucoup de personnes voient le résultat tout de suite et c'est quelque chose que je vis aussi avec le fil jaune. Dans le bureau numéro 1, quand j'explique que quand on noue un partenariat, ça prend du temps, ça se fait pas en un claquement de doigts. Que ça prend du temps pour savoir si les besoins en fait ils sont bien calés, bien en phase, voir si on a la possibilité de travailler ensemble, faire un premier test, un essai pour se dire que c'est embauche. Exactement. Comme, quand tu prends un commercial au début, c'est exactement la même chose. Et avec le fil jaune, quand je me suis lancée, c'était décembre 2019. Avec beaucoup d'entrain, d'espoir, etc. Merci Covid. On a, comme beaucoup d'autres créateurs, relativisé les choses ou essayé de voir comment on pouvait se repositionner. Tu vois ? Mais c'est aussi un temps où, bon gré, mal gré, tu peux pas avancer aussi vite que tu le souhaites. Un temps que j'ai aussi mis à profit pour développer le site internet. Faut dire qu'au départ aussi, tu avais commencé avec une communauté, le fil jaune de Mélissa, qui a été une grosse communauté avec beaucoup de couturières surtout. Oui, c'est vrai. Et après, tu as lancé ta deuxième page. Le fil jaune. Le fil jaune. Alors, Mélissa, j'aimerais bien retourner en janvier 2019. Est-ce que tu peux nous parler de ton rapport avec Instagram à ce moment-là ? Mon rapport avec Instagram, comment dire ? Je vais te dire ce que j'ai dit à une bonne amie pour Instagram. Instagram, je sais ce que c'est, mais les réseaux sociaux, il va falloir aller me récupérer en rappel. Je sais pas ce que c'est. Voilà. Oui, en fait, j'avais pas de compte Facebook. Instagram, je connaissais de nom, mais voilà. On va dire que mon rapport aux réseaux sociaux, c'était... j'ai peur. J'ai peur. Je crois que Instagram, je dois checker Instagram dans la première demi-heure où je me lève le matin. Non, mais c'est comme quoi. Comme quoi, parce que c'est un des... des leviers. Ce sont des leviers dans lesquels tu rencontres d'autres professionnels. On échange aussi sur la couture. Et il y a une formidable communauté couture sur Instagram.
elle est formidable. Tu tisses des liens aussi virtuels avec certaines personnes qui, au final de compte, deviennent des liens amicaux. Tu trouves aussi des réponses à certaines problématiques. Et ce que je trouve de formidable, c'est que pour d'autres femmes qui portent aussi une entreprise, qui ont cette activité entrepreneuriale, on échange aussi en chat privé sur des doutes que l'on a. Sur cette espèce de syndrome de l'imposteur. Oui, c'est ce que j'ai aussi. J'allais te demander. Se dire qu'on n'est pas capable, qu'on ne sait pas trop. Est-ce que... Toutes ces questions que ne se pose peut-être pas un bonhomme quand il se lance dans une activité. Non, c'est un bulldozer. Ouais. mais c'est ça. Et... Justement, j'allais te poser la question. Est-ce que tu n'as pas eu quand même... un petit syndrome de l'imposteur du fait que tu sois autodidacte, parce que je pense qu'en autodidacte on a peut-être ce problème de autodidacte ou pas, hein. Enfin, je pense qu'on a tout un problème de légitimité au départ, de syndrome de l'imposteur, Alors syndrome de l'imposteur, oui, dans le sens où je pensais que voilà, je faisais ma couture au départ pour mes enfants. On te dit, oh, c'est super sympa, c'est joli. Tu fais un truc et tu te dis que tu bricoles un truc et au final, on te dit, oh, c'est super, c'est bien. Tu vas au boulot avec. On te dit, oh, mais c'est sympa, j'aime trop ce que tu as fait, etc. Ok. Et puis tu coupes pour une personne, et puis 2, et puis 3, etc. Au final, tu as quelqu'un qui te propose de te payer en fait pour faire ton truc, enfin pour que tu couses. Tu te dis, en plus des robes pour des mariages. Hein. C'est pas mal, exactement. Ouais. Et tu te dis, est-ce que je suis vraiment légitime pour le faire ou pas ? Je ne suis pas couturière, j'ai pas de formation de couturière. Et pourtant, ma grand-mère cousait pour tous ses enfants. Mon père taquine de la machine à coudre. Et j'ai souvenir justement de ma grand-mère, ma tante, mon père, une autre de mes tantes qui cousait. D'avoir souvent été dans des ateliers de confection avec ma mère pour coudre de belles tenues, pour des occasions, pour des fêtes familiales, pour baptême, mariage, etc. Communion, renonce. Le premier entretien d'embauche aussi. Et pourquoi en fait faire une confection ? Pour avoir un vêtement bien coupé, qui aille bien, parce que c'est important. L'habit fait le moine. On a beau le dire, hein. L'habit fait le moine, c'est vrai. Et avoir une tenue qui soit spéciale. C'est ça. Et j'ai grandi avec cette idée que quand tu portes une tenue, il faut qu'elle soit spéciale. Et si je peux faire en sorte qu'avec le fil jaune, ma tenue que je propose soit spéciale, elle sera spéciale parce que la personne à qui je vais confectionner ce vêtement, elle est spéciale. Oui, mais de toute façon, quand tu confectionnes des habits, ce que tu me disais, c'est que c'est une collaboration finalement avec la personne qui vient te voir. Elle choisit son tissu, sa forme, sa coupe. Exactement. Et tu conseilles aussi sur le modèle. Et je conseille aussi sur le modèle. Je pars du principe que... alors, je ne sais pas. Peut-être, je pense que beaucoup de personnes doivent penser la même chose que moi. Le client n'est pas roi, dans le sens où il décide pas de tout. Gardez bien cette phrase. Non, dans le sens où il ne décide pas de tout, il t'impose pas tout, et puis il te fera pas faire l'impossible non plus. C'est une collab. Quand quelqu'un vient me voir et me dit voilà, je voudrais avoir ça, 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 et que je vois que au niveau de la morpho, ça lui ira pas. J'ai le devoir de lui dire écoute, le modèle que tu souhaites ne t'ira pas pour telle ou telle raison, mais je te propose, suivant le modèle que tu m'as donné, quelques adaptations pour que ça aille mieux, parce que. Voilà. On échange là-dessus. Le but, c'est d'avoir un vêtement qui taille, qui puisse en fait te scier au mieux et puis qui puisse te sublimer, enfin, qui puisse faire en sorte que voilà, tu sois fraîche, tu sois canon, que tu sois en fait une version un peu plus quoi. Quand tu mets le maquillage, quand tu mets les talons, etc., que t'envoies le faya. Ouf, pas trop quand même, pas trop quand même. Mais voilà, pour que
tu puisses avoir en fait un vêtement qui te rende belle et pas avoir quelque chose qui te boudine, qui ne te flatte pas ta silhouette et dans lequel on ne te voit plus parce que tu veux absolument avoir un vêtement parce qu'en fait c'est une mode en fait, etc. On peut être à la mode, on peut être in, mais on peut être à la mode et in en fait, mais in. Bah oui, c'est in. T'as appris ces expressions. Voilà, mais avec un vêtement qui te va. Ouais. Tu vois? Et ouais, t'as trouvé tes premiers clients en faisant du bouche... Enfin, c'est le bouche-oreille. Bouche-oreille, ouais. Et le site internet, ta communauté Insta. Ouais. Donc ça, c'est ce qui te fait aujourd'hui avoir des clients. Et aujourd'hui, en fait, quand tu as décidé de te lancer une boîte en side project avec un bureau 1, un bureau 2, avec 2 enfants, et en mode... est-ce que tu t'es pas dit que c'était un projet un peu fou? Et comment tu t'es dit que tu allais gérer tout ça entre ta vie de famille, les enfants, le boulot, voilà, et ta vie, quoi? Alors, quand j'ai décidé au final de lancer mon activité, je voulais que ce soit clean au niveau de l'activité et pas jobber, entre guillemets, avoir une petite commande comme ça, en fait. Je voulais faire les choses de façon carrée. Parce que j'ai toujours voulu avoir une activité, créer une petite entreprise. Je ne savais pas trop dans quoi, en fait, etc. Et au fur et à mesure que cette couture, elle a pris de plus en plus de place, je me suis dit que c'était une évidence que ce soit là-dedans. Au démarrage, mon conjoint, lui, il avait pensé que j'allais faire des retouches. Je me bagarrais avec tout le monde pour dire « Non, c'est de la confection, je fais pas de retouches. Non, je fais pas de retouches, je fais pas d'ourlet. » Et ça... Enfin, un peu ce qu'on voit, un peu la couture d'appoint, enfin, on met un bouton. Et ça, en fait, cette espèce d'agacement en disant que je fais pas de... Non, je fais pas de retouches. Je pense que je pense que beaucoup de créatrices et même de nanas en fait qui courent, elles sont confrontées à la même chose. Et je me suis positionnée là, pas de retouches, la confection. Mon conjoint, il a pensé que c'était des retouches. Ensuite, il savait que je faisais de la couture, etc. Mais je pense qu'il n'avait jamais pensé que je créerais mon entreprise. Que je voulais avoir justement une activité entrepreneuriale. C'était une petite lubie. Je dirais pas que c'était une lubie, c'est dit que c'est un loisir, c'est un loisir créatif, etc. Voilà, et puis ça, voilà. Là, à côté, le week-end, et puis voilà, elle s'amuse, quoi. Voilà, elle s'amuse, quoi. Et en fait, non, elle s'amuse pas, la meuf. La meuf, elle envoie du bois, s'il vous plaît. Et c'est ça. Et donc, du coup, quand j'ai créé son entreprise, j'avoue que je n'ai pas eu le soutien auquel je m'attendais de sa part quand j'ai créé l'entreprise, parce que voilà, il pensait que voilà, c'était un loisir en fait qui prenait beaucoup de place et que bon, de temps en temps comme ça, en fait, t'as un billet parce que t'as fait un truc pour une copine, etc. Du coup, j'ai géré mon activité, j'ai géré le fil jaune à bras-le-corps, avec boulot numéro 1, les petits, parce que du coup, je m'occupe de mes enfants à plein temps. Et c'est pas si simple que ça. Je suis comme un espèce d'équilibriste, entre guillemets. Je fais de mon mieux. Je suis pas parfaite. Je fais de mon mieux. Mes enfants savent que pour que je sois bien, pour que je sois heureuse, j'ai besoin de cette activité. Et ils appellent d'ailleurs mon atelier chez maman. Ils savent que voilà, j'ai besoin de cette activité-là. Et puis j'utilise aussi mon entreprise pour expliquer à mes enfants que il ne faut pas rester dans sa zone de confort et qu'il faut partir au challenge. C'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on avance. Tout est un challenge. C'est ça. Et ne pas avoir peur. Parce que tout ce que l'on risque quand on a peur, c'est de réussir. Donc, faut y aller, quoi. Non, mais c'est vrai. Non, mais il faut sortir de sa zone de confort. Il faut sortir de sa zone de confort. Et puis, tu t'es sortie de ta zone de confort. Autodidacte, couture, tu as lancé ton compte Insta, tu as lancé ton site web. Oui. Tout ça, t'as monté ta boîte. J'ai monté ma boîte. Je pense aussi que j'ai eu l'intelligence mais c'était aussi pour me rassurer, de faire des stages de couture, stages de patronage pour être plus à l'aise. Oui, pour aussi, te sentir des techniques, confirmer un peu. Les techniques. Et soit dit en passant, je fais un coucou à Christelle Baïzi, qui a été une prof géniale aussi.
Oui, faut pas avoir peur, je pense aussi, de toute façon, il faut essayer pour voir ce qu'on d'essayer aime. Et puis de se former aussi. Mm. Beaucoup de personnes ont tendance à penser que je suis pro en fait, etc. J'ai pas besoin, je suis autodidacte, j'ai pas besoin. On a besoin de formation et on apprend beaucoup auprès des autres. Ah, mais même quand on est formé. Et même quand on est formé, on continue d'apprendre. Donc je me challenge. Il y a des choses, j'ai du mal, c'est pas grave. On fait des toiles, on teste, on fait etc. Et puis quand tu y arrives. Et comment, à quel moment tu arrives à coudre Oh, mes nuits sont courtes. Comment t'arrives à coudre Parce que oui, le boulot numéro 1, il est à plein temps. Ouais. Et l'activité, le fil jaune, c'est un second boulot, donc c'est une activité secondaire. Je couds le soir, les week-ends. Mm-hmm. Je n'oublie pas mes enfants parce qu'il faut que je m'en occupe, etc. Et je trouve toujours le temps pour qu'on puisse passer des moments fun ensemble, etc. Mm-hmm. Et je couds de nuit. Je dis souvent que je suis en mode Gimbo. Les Gimbos, ce sont les petites chauves-souris. Les chauves-souris, on les appelle comme ça par la Guadeloupe. Et donc, du coup, je suis en mode de chauve-souris. Je couds. Et c'est déjà arrivé que je puisse, en fait, coudre et me rendre compte que, oh zut, il est 3h30 ou il est 4h. Ça vaut vraiment le temps d'aller se coucher. On verra ça demain. Et puis, ouais. On va se coucher après. C'est vraiment une passion qui t'anime et voilà. Oui, c'est une passion. De toute façon, tu vois pas ça comme un... C'est du boulot, mais je pars du principe que quand tu as du fun dans ce que tu fais, t'es plus facilement enclin à t'investir beaucoup plus. Voilà. Et quand tu as commencé, est-ce que tu as eu un budget particulier ? Parlons argent. Ouais, parlons argent, parce que c'est un investissement. Il faut acheter ta machine à coudre, le premier tissu. J'ai eu une première machine à coudre que j'avais achetée avec une copine. C'était il y a de très nombreuses années. On avait trouvé une offre sur Amazon où, en gros, tu avais moins 50% si tu achetais 2 machines à coudre. C'est bizarre, mais bon, on achetait les machines ensemble, etc. Mmh. Et c'était une singère. Et à force de coudre, la singère, elle suivait plus, quoi. Donc, il fallait acheter un matériel semi-pro. Et je me suis dit que j'investis dans du semi-pro. J'ai investi dans ma machine à coudre. Mmh. J'ai investi dans une bonne surjeteuse. Ça représente à peu près 1 600 € d'investissement. Ensuite, pour mon kit de démarrage pour mon tissu, j'ai eu une très bonne amie qui était un mécène. Merci, cher mécène, qui m'a permis d'acheter mon premier stock de tissu, mes premiers 20 mètres de tissu, et je l'en remercie. Je remercie aussi ma frangine. Mon père, ma sœur. Non, ma frangine, producteur. qui elle aussi a une activité entrepreneuriale depuis 10 ans. Ouais. Et je la remercie aussi parce qu'elle m'a donné un sacré coup de pouce pour que je puisse acheter mon gros stock en fait de mercerie pour me lancer. Enfin, c'était la love money en fait. C'est de la love money. Et c'est de la love money de personnes qui ont cru en moi en fait. Et pour ça, je sais pas comment dire ça. Ça n'a pas de prix en fait. Arrête, on dirait que tu vas lâcher une petite larmichette là. Dis pas ça. Non, mais c'est vrai. Et croire en soi, c'est important parce que quand tu es autodidacte, c'est soit tu fonces dans un truc et que tu es persuadé que tu vas tout déchirer, et puis tu peux te foirer parce que tu ne vois que ça et tu ne penses pas forcément en fait à différentes choses pour bien t'entourer, bien cadrer les choses, etc. Ou alors tu es autodidacte, mais tu essaies de faire en sorte que t'as la conscience en fait de devoir bien t'entourer, de trouver les personnes qui vont te motiver, d'essayer d'avoir en fait les formations qui vont bien pour que tu ne puisses pas te vautrer. Ouais, tu te prépares en fait. Tu te prépares. Ouais. Et je suis plus dans cette optique-là. Le CAP de couture, j'envisage de le passer. J'envisage de le passer parce que pour moi, en fait, à un moment donné, ce sera peut-être pas quelque chose d'indispensable, mais c'est nécessaire pour moi à un moment de le faire. Oui. C'est dans l'optique, je l'ai en tête de devoir le faire. Et puis, aussi, avoir confiance aussi en soi. Je me dis avoir confiance en sa couture. Savoir se remettre en question aussi, pour les bonnes raisons. C'est important. Et
Comme je t'ai dit, je suis équilibriste entre un boulot numéro 1, boulot numéro 2, avoir en fait mes deux affreux. Je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux et j'essaie de le faire avec le mojo, avec le sourire, quoi. Je fais de mon mieux. Je suis pas Wonder Woman. Je suis, je pense, je suis une mampreneur. Je suis une maman. Enfin, j'ai une entreprise. J'en veux. J'ai faim. Et quand je dis j'ai faim, c'est que j'ai envie de réussir, en fait. J'ai faim de cette réussite-là et de me dire que j'ai pas vu que de la lumière en me disant que je vais créer une entreprise. C'est que j'ai envie d'aller avec elle au bout et de la faire se développer. Je sais que ça va prendre du temps. Je sais qu'il va falloir que je sois résiliente parce que ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Mais en ce projet, j'y crois. J'y crois, en fait, pour que je puisse m'investir là-dedans. J'y crois, en fait, pour que je puisse développer d'autres partenariats. J'y crois parce que d'autres personnes m'ont fait confiance. Et j'y crois aussi parce que à chaque couture, j'ai le mojo, j'ai le sourire. Et à chaque commande aussi, je me challenge, en fait. Et c'est ça, quoi. Il faut déjà, petit 1, y croire. Ah oui, premièrement, y croire. Au quotidien, comment tu te fais soutenir, accompagner, guider Est-ce que tu as une communauté à laquelle tu te réfères Est-ce que tu as un groupe auquel tu te réfères Est-ce que tu as des personnes qui te guident dans cette jungle entrepreneuriale Alors, oui, à différents points. Alors, je parle business avec ma frangine et ma belle-sœur, puisque ce sont deux femmes de mon entourage que j'apprécie énormément. Ma belle-sœur est à son compte depuis 15 ans et puis ma sœur depuis 10. On parle gras de business et de blé. Voilà. Je terme gras parce que c'est sans tabou, en fait. C'est sans tabou. J'ai une très bonne amie qui m'a aidée à me lancer. Merci Astrid. Avec elle, je parle gras de business. Mais c'est surtout aussi que j'ai un coach qui va m'accompagner à chaque étape pour savoir si on a bien validé les différents en fait jalons, qui va me rassurer aussi et avec laquelle je vais pouvoir en fait me référer quand j'ai un problème en ce qui concerne la gestion d'entreprise. Les problèmes de visibilité, de communication, de rencontrer la bonne cible, en fait, de stratégie marketing, etc. Et puis, un club de femmes qui entreprennent aussi. Donc, je suis adhérente au club business de meufs. Voilà. Le secret a été dévoilé. Et je salue les filles, d'ailleurs, au passage. Et c'est bien parce que tu rencontres des nanas qui en veulent, des nanas qui entreprennent, des nanas en fait qui sont aussi badass que toi. On parle pas chiffon, on parle business, on parle concret, on parle d'argent, on parle d'investissement, et puis on parle de là où on a envie d'aller, sans tabou, sans se mettre de filtre et sans se dire qu'on n'est pas capable. Tu vois ? Et c'est ça qui me plaît en fait. C'est de me dire que aussi dans la communauté Insta Couture, il y a des personnes avec lesquelles je vais échanger beaucoup plus librement en fait de tes états d'âme en tant qu'entrepreneur, etc. On va échanger, en fait, on va parler couture, etc. Mais pour moi, ça se fait toujours avec un mojo qui est positif, quoi. Parce que t'as des moments où t'es bien. J'ai des moments aussi où j'ai le moral en berne et je suis contente de pouvoir échanger, discuter avec des personnes qui vont te redonner de l'aplomb, quoi. Ouais, te booster, te rassurer. Et de pouvoir discuter avec les bonnes personnes qui vont te remotiver, qui vont te donner cet aplomb. Il y a des échanges que je ne pourrais jamais avoir avec des proches, parce qu'ils ne comprendront pas, et malgré mes efforts, ils ne comprendront pas l'état d'esprit de l'entrepreneur, qui est une espèce de personnage bizarre qu'on a du mal en fait à saisir, etc. Voilà, ils vont pas comprendre. Et échanger avec d'autres entrepreneurs, d'autres personnes qui entreprennent et qui parlent le même langage que toi, c'est important. Donc je trouve du soutien affectif auprès de mes proches et un autre soutien affectif de l'entrepreneur, entre guillemets, avec ceux qui parlent la même langue que moi. Ouais, donc voilà. C'est important d'avoir cet équilibre-là, en fait. Tout à fait. Entre l'affectif et vraiment avoir une communauté de soutien de proches et une communauté engagée, en fait, qui te soutient dans tes projets, parce que c'est difficile à mon sens, d'avoir
faut trouver un club aussi, un club qui te ressemble et un club avec des personnes qui ont les mêmes ambitions que toi. Et... C'est ça, les mêmes ambitions que toi. Et je dirais toujours, c'est un conseil que j'essaie d'appliquer à moi-même, le réseau, l'entourage. Il faut bien s'entourer. Et il ne faut pas avoir peur aussi de devoir trier en fait cet entourage-là et de se dire que pour telle ou telle chose, ce ne sont pas les bonnes personnes pour parler de certains sujets. Oui, faut se faire, donc moi, je cloisonne un peu, faut se faire une raison. Oui, c'est ça. Tu vois, vu tes mains là, tu es en train de faire... Je suis en train de trier mentalement les trucs là. Tu fais quoi, un Tetris, un domino, non, je sais pas, un triomino. Ça existe encore ça. Donc voilà, faut prendre le temps de trier un peu. De trier les choses. Et est-ce que tu avais, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui souhaite se lancer demain dans la couture, qu'est-ce que tu lui dirais de faire ? Quel serait le best conseil que tu pourrais lui donner ? Le meilleur conseil pour quelqu'un qui veut se lancer dans la couture ? Ouais. Fais de ton mieux et soigne ton travail. Fais de ton mieux et soigne ton travail. Parce que, me concernant, et je pense aussi que concernant beaucoup de personnes, quand tu couds en fait un vêtement, quand tu couds quelque chose, le vêtement en fait la personne l'a dans les mains. Si ton travail n'est pas soigné, faut faire attention aux finitions. Voilà, fais de ton mieux. Fais de ton mieux. Et que ce soit pour la couture, que ce soit en fait pour toutes les choses dans la vie, fais de ton mieux. Fais de ton mieux pour ne pas avoir de regrets. Et puis la couture, en fait, il faut pas se mettre de barrières et il faut y aller, se former. Faut se former et puis ne pas renier sa créativité aussi. Ouais. C'est pas que tu couds en fait des vêtements en fait dans des tissus en fait très classiques ou des tissus en fait très coloriés, que ta couture soit waxée en fait, etc. Peu importe en fait. Ouais. Fais de ton mieux et puis surtout ne pas oublier en fait de kiffer, non ? De kiffer. Parce que quand tu couds et que tu kiffes, en fait, c'est juste l'éclate, quoi. Ouais, donc tu peux te coucher à 3h tous les soirs, tout va bien. Non, pas tous les soirs. Et non. Non, de temps en temps, je fais un Gimbo All-Star, tu vois, c'est la nuit blanche. Ouais, mais de toute façon, il y a toujours une qui, même à 3h du matin, qui te répond quand même à... Oui. Il y a quand même une... Je suis pas la seule chauve-souris à coudre le soir. Et j'ai certaines personnes avec qui je chatte le soir, la wax, si tu m'entends. Mais j'ai quelques personnes avec qui je chatte sur Instagram, où on se donne du courage en disant que, punaise, j'en ai encore pour 1 heure, moi aussi, écoute. Donc c'est une communauté qui est très active, quoi. Et qui est bienveillante et qui est très active. Ouais, donc ça, c'est important. Ouais. Bon, Mélissa, je crois qu'on touche à la fin. Merci de nous avoir accordé ce temps-là. Merci pour ta transparence et ta pertinence au niveau de tes propos. Merci. C'était très sympa de t'avoir. Si vous voulez en savoir plus sur Mélissa, sur le fil jaune de Mélissa, sur le fil jaune et sur Mélissa, et sur le fil jaune de Mélissa, n'hésitez pas à vous rendre sur Instagram, sur son site Le Fil Jaune. Le site internet www.lefiljaune-de-melissa.com. D'accord, elle a fait voix off dans une autre vie. Quant à nous, on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Business de Meuf. N'hésitez pas à suivre les actualités parce que je vais bientôt proposer des networking pour les membres, les auditeurs, de Business de Meuf et aussi proposer des événements spécifiques pour la communauté, donc des afters où vous pourrez poser toutes vos questions aux personnes qui sont venues dans le podcast. Donc restez connectés, je viendrai très rapidement avec des infos et puis je vous dis à très vite. Ciao, merci Mélissa. Je t'en prie, à bientôt, salut. Ciao. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouveau podcast de Business de Meuf. Je vous invite dès maintenant à vous abonner pour ne rien rater des épisodes. Et puis, je vous invite à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et LinkedIn, pour avoir toutes les nouveautés, savoir ce qui se passe en coulisses. Et en parlant de nouveautés et de coulisses, maintenant, vous pouvez devenir contributeur et participer à la campagne Tipeee pour décider des contenus qu'on va mettre dans Business de Meuf. Donc, allez voir. Et puis, je vous dis à dans 2 semaines. Merci à tous. Au revoir.